on l'a pu le vivre en 2008, on a un fort impact du prix avec cette crise de la Covid. Avec avant la crise, on avait une phase de premiumisation de l'alimentation, des volumes qui étaient en stagnation, mais un marché qui continue à progresser en valeur avec une montée en gamme, un recul des marques de distributeurs et des premiers prix. Et puis avec la crise économique liée au Covid, on voit que le prix va revenir au cœur des comportements alimentaires avec un repli sur l'essentiel aux dépens du superflu, une paupérisation de l'alimentation qui arrive et avec, on le voit, une progression maintenant des marques de distributeurs plus forte que celle des marques nationales, le hard discount qui repart à la hausse et même le super hard discount qui arrive en force. Et donc on a une valorisation des achats alimentaires maintenant qui repart à la baisse vraiment et un marché global même en valeur qui perd du terrain. Donc l'importance du prix, c'est dans les 10 valeurs les plus incitatives à venir dans une enseigne plutôt qu'un autre. Les consommateurs citent d'abord le prix, ensuite le pouvoir d'achat, puis les promotions. Donc c'est vraiment très axé sur le prix qui reste vraiment une des premières motivations évidemment d'achat pour les consommateurs. Donc cette notion de prix qui va mettre l'accent sur la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter à un produit, soit par un service, soit par une praticité, un plaisir, quelque chose que le consommateur va retrouver et sera capable de mettre un certain prix dedans. Mais sinon, effectivement, le prix va revenir vraiment au cœur des débats et au cœur des préoccupations des consommateurs. La tendance était déjà très présente depuis quelques années, où on a bien vu qu'avec un consommateur qui était de plus en plus nomade, une part de consommation hors domicile qui approchait les 34% du budget alimentaire en France, qui était en forte croissance, l'augmentation du snacking, du grignotage entre les repas, street food, etc. On voyait que déjà les circuits de distribution étaient en train de se changer et d'un modèle où on avait un magasin qui était vraiment au cœur du système, on a vu que ce modèle maintenant était plus basé avec le consommateur au centre et puis divers systèmes, également maintenant le e-commerce et puis la livraison qui se met en place autour. Des marques maintenant qui font du direct to consumer, donc qui vont livrer directement les consommateurs sans passer par le magasin. Bref, on a vraiment une mutation des circuits de distribution et l'impact du Covid a évidemment accéléré ce phénomène avec du e-commerce notamment, qui avait 5% de part de marché en France sur l'alimentaire et qui est passé à plus de 12 pendant le confinement et qui est revenu à 10 mais qui va continuer de progresser. Et on voit que la RHD souffre de nouveau, mais tous ceux qui avaient mis en place des systèmes de livraison pendant le confinement vont s'en sortir mieux que les autres et vont pouvoir continuer à livrer. Mais c'est tout un tas, encore une fois, de choses qui se mettent en place avec ce qu'on appelle la dark kitchen, donc des restaurants qui font plus de service à table mais que de la vente à emporter, avec des Deliveroo ou autres qui vont se mettre en place pour livrer. On a même vu pendant le confinement des restaurants étoilés faire de la vente à emporter. Voilà. Avec la question légitime, notamment pour les urbains, aurons-nous encore une cuisine demain, puisque vous avez cette étude de Digital Food Lab qui vous explique que à New York, Singapour ou Hong Kong, ça vous coûte moins cher de vous faire livrer votre nourriture toute votre vie plutôt que de louer 5 mètres carrés de cuisine. Demain, effectivement, le consommateur va externaliser sa nourriture de plus en plus. Est revenu au cœur des débats, il y était déjà. Et là, donc, il y a effectivement l'emphase qui est mise encore plus sur la santé. Et on voit se développer beaucoup cette nutrition personnalisée. On est tous différents, on a tous à la fois un ADN différent, mais aussi un microbiote différent. Et donc d'avoir une santé qui serait vraiment adaptée à la particularité de chacun. C'est ça l'enjeu, et on nous dit que ce marché de la nutrition personnalisée pourrait atteindre les 58 milliards de dollars d'ici 2040. Il existe déjà beaucoup de choses, et notamment des startups qui se sont emparées du sujet, qui vous proposent soit de décoder votre ADN, puis derrière de vous proposer soit des compléments alimentaires, soit des menus adaptés, ou de décoder votre microbiote intestinal. Il est possible que dans un avenir plus ou moins proche, peut-être qu'une banque vous refusera un prêt immobilier en fonction des tests génétiques qui seront effectués, ou des assurances qui rembourseront ces tests, ou les compléments alimentaires qui vous permettront de réguler et d'améliorer votre santé. Puis on aura évidemment des objets connectés qui mesureront en temps réel l'impact des aliments ingérés sur votre organisme et qui vous enverra des messages si vous avez déjà trop mangé ou pas assez mangé. Vous avez aussi des startups qui travaillent sur des conceptions algorithmiques de votre nourriture en fonction de vos besoins, et donc ça pourrait aussi, que ce soit au niveau des besoins nutritionnels, mais aussi de la texture de la nourriture. Beaucoup de choses sur cette nutrition personnalisée qui se profilent.
Climatériens, donc vous connaissiez déjà les végétariens, les flexitariens, on parle maintenant de climatériens, donc ceux qui vont consommer en faisant vraiment attention à l'environnement. Donc on le sait, l'environnement prend une place de plus en plus importante dans les préoccupations des consommateurs. Il y a une urgence climatique que personne ne peut ignorer. Aujourd'hui, 83% des consommateurs se sentent concernés par cette situation. En France, on va avoir des sujets qui sont réchauffement climatique, biodiversité et tout ce qui est le traitement des déchets, des plastiques, qui sont des fortes préoccupations. Et on pourrait même, pour 57% des Français, profiter du changement pour avoir un changement profond d'un modèle économique qui doit être revu en sortant de cette croissance infinie pour pouvoir se recentrer sur la planète et tout ce qui vit dessus. Bien évidemment, dans les drivers de cette tendance, c'est des consommateurs qui se sentent de plus en plus concernés, une médiatisation croissante de l'état de la planète, une croissance de la population mondiale avec une nécessité de nourrir ces 10 milliards d'individus en 2050, vraiment une urgence très forte, et les marques qui sont très attendues et qui cherchent à améliorer leur image, créer des liens avec les consommateurs au travers à la fois des démarches RSE et éthiques. Pour répondre à ces attentes de ces climatériens, bien sûr, ça peut être proposer des alternatives végétales, puisque 45% des consommateurs dans le monde ont déjà modifié leur alimentation, donc réduit leur consommation de produits animaux et notamment de viande depuis 2 ans pour des questions environnementales d'abord, mais c'est aussi tout le local, pas seulement pour des questions sociales et pour défendre les petits producteurs, mais aussi pour des questions environnementales. La France est devenue le premier marché bio européen. Au-delà du bio, ça peut être le sans résidus de pesticides. C'est également faire attention aux hommes, donc tout ce qui est le commerce équitable. Sur le marché du commerce équitable en France, il y a plus d'un tiers qui concerne les filières françaises. C'est bien sûr tout ce qui concerne le bien-être animal, qui est une très forte préoccupation des consommateurs. C'est tout ce qui entoure le gaspillage alimentaire. On parle maintenant de produits qui sont upcyclés, c'est-à-dire qu'on va valoriser les coproduits, on va donner une nouvelle vie à des produits, avec 39% des consommateurs qui souhaitent acheter des aliments et des boissons qui contiennent des ingrédients upcycled. Ces climatériens attendent aussi des entreprises qu'elles soient plus engagées, que ce soit en termes de démarche RSE, de packaging durable, de lutte contre le gaspillage, etc. Donc dans les préoccupations, bien sûr, tout ce qui concerne l'emballage, avec la réduction des plastiques, tout ça, c'est des fortes attentes de la part des climatériens qui vont être de plus en plus nombreux. Nous vient vraiment directement de cette crise de la Covid-19. Là, c'est vraiment un besoin de réconfort avec des produits qui sont plus gourmands, bien sûr. 79% des consommateurs ont acheté plus d'aliments gourmands pendant le confinement et notamment du chocolat. C'est 90% des consommateurs qui ont consommé du chocolat pendant le confinement. Et si on prend en France le top 10 des produits les plus vendus depuis le 1er janvier 2020, dans ce top 10, on se retrouve 5 produits Nutella, le numéro 1 étant le pot de 1 kg de Nutella. On a besoin, dans cette période de crise, de se réconforter et effectivement, la nourriture peut être un moyen. Le retour du plaisir, il a toujours été là quelque part dans l'équilibre alimentaire. Encore une fois, comme je vous le disais au départ, les Français ont vraiment une notion de plaisir forte liée à notre gastronomie, bien sûr. Mais là, ils devraient revenir sur le devant de la scène sur 2021 avec des produits gourmands qu'on va s'autoriser, qu'on a vraiment besoin de se faire des petits plaisirs comme ça.